Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo des bases avant la PACES où on va parler cette fois de biochimie à travers deux types de molécules très importantes dans le vivant, les glucides et les protéines, ce qui va nous permettre de parler ensuite du diabète. On va d'abord parler des glucides qui sont la principale source d'énergie chez l'homme. À la base des glucides, on a les oses qui sont des molécules hexagonales composées d'un cycle de 6 carbones. Ce sont des sucres simples, les plus connus sont le glucose qu'on retrouve en majorité chez les animaux et les végétaux, le fructose qu'on retrouve dans les fruits et le miel et le galactose présent dans le lait. On dit de ces molécules que ce sont des oses simples puisqu'elles ne sont composées que d'un seul cycle. Il existe aussi des dioses composées de deux oses reliées entre eux. Le saccharose par exemple, qui est le sucre qu'on connaît sous sa forme habituelle, est composé d'un glucose et d'un fructose. Les glucides existent aussi sous forme de macromolécules, un gigantesque enchaînement d'oses. Les trois principaux sont l'amidon, le glycogène et la cellulose, dont on ne va pas parler ici. L'amidon est chez les végétaux la forme de stockage de l'énergie. Plutôt que d'avoir des milliers de molécules de glucose qui existent séparément dans une plante, elle préférera les regrouper en une seule longue molécule. On retrouve l'amidon dans la farine ou les pommes de terre par exemple. D'ailleurs, la pomme de terre qu'on mange est en fait la réserve d'énergie qui servira à la plante pour pousser. Le glycogène est l'équivalent de l'amidon, mais chez les animaux. En fin de vidéo, on parlera du diabète, alors autant vous expliquer tout de suite comment il est formé. Imaginons que vous mangez du poulet et des pommes de terre. L'énergie que vous tirerez de votre repas va principalement venir de l'amidon des pommes de terre et du glycogène du poulet, donc deux macromolécules constituées d'un enchaînement de petites molécules de glucose qui vont être cassées lors de votre digestion, pour libérer ces unités de glucose qui passeront ensuite dans votre circulation sanguine. Là, le glucose va se déplacer dans tout votre système cardiovasculaire pour nourrir les organes qui en ont besoin. Votre cerveau par exemple, puisque c'est un des organes qui consomme le plus de glucose. Seulement, votre cerveau fonctionne en continu, il a donc besoin d'énergie en continu, alors que vous ne vous nourrissez que 3 ou 4 fois par jour. Il va donc falloir que le glucose dans votre sang soit stocké quand vous en avez plus que nécessaire, c'est-à-dire juste après les repas, et que votre organisme puise dans ce stock quand votre sang ne contient plus assez de glucose, c'est-à-dire entre les repas. C'est votre foie qui va assurer ce rôle par le phénomène de glycogénogénèse, ou formation du glycogène. Et oui, rappelez-vous, les animaux stockent l'énergie sous forme de glycogène. Quand vous n'avez plus assez de glucose dans le sang, le foie se charge alors de la glycogénolyse, c'est-à-dire la fracture du glycogène en petites molécules de glucose qui vont rejoindre la circulation sanguine. Voilà pour les glucides, on va maintenant passer aux protéines. Les protéines sont des molécules présentes chez tous les êtres vivants et qui servent d'outils, de moyens de maintien et de mobilité pour la cellule. Elles régulent aussi l'expression génétique. D'ailleurs, les protéines sont créées suite à la traduction des gènes, mais on ne va pas parler de ça ici puisque toute une vidéo sera consacrée à l'ADN. Pour comprendre comment est formée une protéine, on va s'intéresser à ces 4 niveaux d'organisation. D'abord, on a une succession d'acides aminés. Les acides aminés sont des briques qui servent à la construction de protéines. Chez l'homme, il existe une vingtaine d'acides aminés qu'on peut comparer à un alphabet de 20 lettres et qui, selon leur ordre, peuvent donner entre 100 000 et 1 million de formes protéiques différentes, par des mécanismes qu'on verra dans la vidéo sur l'ADN. Les acides aminés sont tous composés de 4 parties. Un groupe acide carboxylique, un groupe amine, un hydrogène et un groupe caractéristique qui, lui, varie entre les différents acides aminés. À partir de là, je vous conseille d'avoir vu la vidéo sur la chimie organique pour mieux comprendre les explications qui vont suivre. Ce groupe caractéristique donne à l'acide aminé ses propriétés. Ils peuvent être acides ou basiques, chargés ou neutres, hydrophiles, c'est-à-dire qu'ils aiment l'eau et cherchent à être en contact avec elle, ou hydrophobes, le contraire. Un acide aminé est lié au suivant par une liaison peptidique entre la fonction amine du premier et la fonction carboxyle du suivant. On a donc en structure primaire une succession d'acides aminés, par exemple l'insuline dont on va parler pour le diabète comporte 51 acides aminés, l'hémoglobine dans le sang en possède 142 et la titine, présente dans le muscle, qui est la plus grande protéine chez l'être humain, est constituée de plus de 30 000 acides aminés. Et avec l'enchaînement de ces acides aminés possédant tous des propriétés particulières, on se retrouve avec une protéine qui a elle-même des propriétés uniques. La structure secondaire correspond à l'arrangement des acides aminés, notamment par des liaisons hydrogènes, c'est-à-dire des liaisons faibles, qui peuvent donner localement des formes comme les hélices alpha ou les tonneaux bêta. Une protéine possède en général plusieurs de ces structures secondaires à différents endroits de la chaîne d'acides aminés, comme les protéines transmembranaires. Ce sont des protéines qui traversent la membrane de la cellule en plusieurs endroits et qui sont organisées en hélice alpha pour la partie hydrophobe, c'est-à-dire la partie qui va se retrouver à l'intérieur de la membrane. La structure tertiaire va correspondre au repliement de la protéine, qui va lui donner une forme dont va dépendre sa fonction. C'est le cas des enzymes par exemple, qui possèdent des sites de fixation où vont se fixer ce qu'on appelle les substrats. Si la protéine ne possède pas la bonne forme, le substrat ne pourra pas correctement se fixer et donc la protéine ne pourra pas correctement remplir sa fonction.
Enfin, pour les plus grosses protéines, on a la structure quaternaire qui correspond à l'arrangement de plusieurs sous-unités. Par exemple, si on reprend l'hémoglobine chez l'homme, on se rend compte qu'elle est constituée de 4 sous-unités différentes qui sont semblables 2 à 2. On a 2 sous-unités alpha et 2 sous-unités bêta. Voilà pour les protéines, même si je le répète, il manque une partie assez importante sur la transcription et la traduction du génome pour donner une protéine, mais tout ça ce sera traité dans une prochaine vidéo. On va maintenant pouvoir parler du diabète. Pour commencer, comment fonctionne un corps en bonne santé? Comme on l'a vu avec les glucides, le sucre arrive sous forme de glucose dans le sang après la digestion. On va donc avoir une augmentation de la glycémie, qui est la dose de sucre par litre de sang. La dose normale est d'environ 1 g par litre, mais après un repas, si rien n'est fait, l'organisme entre en hyperglycémie. Cette hyperglycémie va conduire le pancréas à produire de l'insuline, une hormone protéique qui va agir comme une clé dans la serrure de différents organes pour ouvrir la porte des cellules de stockage, ce qui va conduire le foie et les muscles par exemple à absorber du glucose, qui sera ensuite stocké sous forme de glycogène. C'est la glycogénogénèse. Quelques heures après le repas, quand le niveau de glycémie a chuté, le corps se retrouve en hypoglycémie. L'organisme qui va encore une fois détecter cette variation va demander au pancréas de produire une deuxième hormone, le glucagon. Cette hormone a l'effet inverse de l'insuline et va forcer les cellules de stockage à déstocker leur glycogène en le libérant sous forme de petits glucoses dans le sang. C'est la glycolyse. Maintenant, qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez les diabétiques? En fait, il y a 2 types de diabète qui vont avoir des causes et des manifestations différentes. Dans le diabète de type 1, qui est dit insulinodépendant, il n'y a tout simplement plus d'insuline ni de glucagon de produit puisque les cellules du pancréas qui en sont responsables sont détruites par un virus ou par l'organisme lui-même. Il apparaît la plupart du temps chez les enfants ou les adolescents, qui doivent s'injecter de l'insuline de synthèse pour remplacer l'insuline naturelle qui est absente. D'où le terme de diabète insulinodépendant. Pour le diabète de type 2, le non insulinodépendant, l'insuline est bien produite, mais le corps y répond mal. On parle de résistance à l'insuline. Il survient chez les personnes de plus de 40 ans en général qui sont en surpoids dans plus de la moitié des cas. À force d'être trop souvent soumis à l'insuline, les cellules de stockage y répondent de moins en moins bien. Donc voilà, on a vu rapidement ce qu'étaient les glucides et les protéines, avec en plus une petite explication sur le diabète. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à commenter, likez et partagez si ça vous a plu, et abonnez-vous pour ne pas rater la suite.